Bon, chers amis, là, le quart d'heure biarro est presque accompli et donc on ne peut pas attendre plus longtemps, même si nous savons que les micros ne sont pas encore tout à fait des traducteurs ne sont pas encore en fonctionnement. On va bouleverser l'ordre des allocutions de cette séance d'inauguration, puisque Maïdara Ostegui, Mme le maire de Biarritz, nous fait l'honneur et l'amitié de venir inaugurer cette session. Et là, des engagements très importants pour la ville de Biarritz à 18 h. Et donc, elle ne va pas parler dans l'ordre protocolaire qui veut que les plus importants parlent en dernier. Et donc, elle va parler la première. Et donc, c'est avec un très grand plaisir que je lui donne la parole. Sorry, because apparently the translation is not working, so I don't have a speech in English, I have it in French. So you'll have to guess what I'm going to tell you. Mostly it's welcoming you, saying I'm really happy to see you, to have you in Biarritz, and I hope you will have fun. That's really concentrate. But in French. Cheikh Docteur Doloued, directeur de l'association BICIA, mesdames, messieurs, c'est toujours bien sûr avec un très grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui ici, au cœur de notre belle ville de Biarritz, dont je pense qu'une grande partie des congressistes profitent à l'heure où nous parlons. Nous marquons ensemble le coup d'envoi de cette nouvelle édition des Rencontres de Biarritz, un événement qui a su s'imposer comme un rendez-vous international incontournable dans le champ de l'addictologie. Aujourd'hui, nous inaugurons en effet la 17e édition du colloque international ATHS, organisé par l'association BICIA. Il est toujours important de rappeler l'origine et la raison d'être de ces rencontres. Ce congrès est né en 1993 dans le contexte d'urgence sanitaire liée à l'épidémie du sida. Son fondateur, le regretté docteur Jean-Marie Guffens, avait alors posé les bases d'une approche humaniste visant à mettre en place des politiques de réduction des risques et à défendre le développement d'outils thérapeutiques essentiels. Et bien sûr, depuis le décès du docteur Guffens en 2006, c'est l'association BICIA, sous votre égide, cher Jean-Pierre, qui a pris le relais, assurant la pérennité de ce rendez-vous ici sur la Côte Basque depuis 2007. Et bien sûr, je vous en remercie tous chaleureusement. Votre rassemblement est d'une envergure exceptionnelle. Lors de la précédente édition, vous étiez plus de 700 congressistes issus de 24 nationalités différentes. Ces chiffres témoignent de la reconnaissance et bien sûr de la vitalité de vos échanges. Biarritz devient pour 4 jours un lieu de réflexion unique où se croisent professionnels de santé, chercheurs, experts, mais aussi usagers et leurs familles. Cette édition 2025 revêt une importance particulière puisqu'elle intègre le 7e colloque international francophone sur le traitement de la dépendance aux opioïdes. Et cette convergence est cruciale. Loin de l'image de carte postale que l'on peut faire de notre ville, Biarritz a aussi à connaître des problématiques que vous abordez. C'est pourquoi je veux insister sur le rôle fondamental de l'association BICIA sur notre territoire. Il se traduit par des actions à la Maison de Gilles, qui est une maison qui accueille pour un mois les sans domicile fixe, également au point d'accueil jour Zouékin, qui accueille pour quelques heures toujours les personnes en difficulté, et par des maraudes en partenariat avec l'association Aterbea. BICIA procède également à des interventions de réduction des risques et dommages liés à l'usage des drogues en milieu festif, en particulier à l'Atabal, qui est notre scène des musiques actuelles, et elle s'appuie sur un dispositif également de gestion d'appartements. Ces actions démontrent que la recherche et l'expertise ne valent que si elles s'incarnent dans l'aide de proximité. C'est donc avec un grand plaisir et un petit peu avec un protocole bouleversé que je vous souhaite à tous et à toutes des journées de travail d'une richesse scientifique et humaine incomparable, du temps pour profiter de Biarritz et de l'océan, que vos échanges soient fructueux et qu'ils engendrent bien sûr de nouvelles pistes d'action et qu'ils contribuent plus que jamais à adapter les réponses qui doivent être apportées à l'évolution de ces conduites addictives. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. C'était vraiment, avant que vous ne partiez, aussi ce qui était dans mon propos liminaire, prévu de vous remercier très formellement pour le soutien que vous apportez personnellement et comme maire de Biarritz
à notre manifestation. Cette aide est cruciale. Merci beaucoup et encore merci d'avoir fait l'effort de venir malgré cet agenda que l'on sait très chargé. Au revoir. Bon, once again, voilà une nouvelle fois réunis pour ce nouveau colloque ATHS. C'est la 17e édition depuis la création, c'est la 10e édition à Biarritz depuis 2007. Donc c'est ici, dans ce lieu que nous aimons tant, le centre de congrès du Bellevue, bien nommé, que nous vous accueillons. Pour certains d'entre vous, c'est une première fois, pour d'autres, c'est un retour attendu, fidèle et peut-être nécessaire. ATHS, ce n'est pas, je pense que vous le savez, un simple colloque. Nous voulons que cela reste un espace indépendant, rigoureux, libre, fait maison, j'insiste là-dessus, j'y reviendrai un petit peu, homemade, mais c'est une des caractéristiques de ce colloque qui donne un peu une certaine saveur et parfois un peu d'imprécision, mais en tout cas son authenticité et sa liberté. Donc nous l'avons construit avec nos convictions et l'énergie de celles et de ceux qui croient encore à la rencontre entre la science, le soin, les politiques publiques et les voix trop longtemps ignorées des usagers. En effet, depuis le début, nous avons tenu cette ligne, croiser les savoirs sans cloisonner, confronter les disciplines sans dogme, donner la parole à celles et ceux qu'on n'écoute pas toujours et créer un terrain commun où l'on pense ensemble. Chercheurs, cliniciens, institutions, associations, militants et aussi, bien sûr, usagers. C'est important de le souligner. Cette année encore, plus de 160 conférenciers venus de plus de 20 pays donc interviendront avec une programmation qui est résolument pluridisciplinaire, traduite en simultané. J'espère que ça a démarré, je ne sais pas, mais ça va devenir en français, en espagnol et en anglais, et avec une variété donc de thématiques à travers des séances plénières, des ateliers, des présentations de posters, des témoignages, des débats publics. Parmi les nouveautés majeures, donc Madame le maire l'a dit tout à l'heure, nous avons le plaisir d'accueillir ici même le colloque TDO 7. Là, je ne sais pas, on a démarré les deux diaporamas qui est un peu à contre-temps, mais enfin bon. On n'a qu'à mettre la première, voilà. Donc nous avons le plaisir d'accueillir le colloque TDO 7, qui est le colloque international francophone sur le traitement de la dépendance aux opioïdes, qui devait dans un premier temps se tenir à Beyrouth, au Liban, et la géopolitique fait, vous ne serez pas étonné, que ça n'a pas été possible à Beyrouth, et donc nous sommes ravis d'accueillir et de partager donc ces moments de travail et de réflexion avec TDO, donc aussi porté par la Fédération Addiction, et je salue donc sa déléguée générale qui vient de nous rejoindre, ainsi que le Dr Olivier Simon de Lausanne, qui est un des acteurs de ces colloques francophones et internationaux. Et cette convergence n'est pas un hasard, c'est un signe fort, celui d'un monde où les crises se répondent, qu'on soit à Beyrouth, à Bogota, à Biarritz ou à Bobigny, et nos réponses doivent-elles aussi être globales, connectées et solidaires. Comme il est d'usage, lors de cette séance introductive, nous faisons un petit moment in memoriam. Nous pensons à nos compagnons de route, à nos amis qui ont disparu depuis le dernier colloque TDO. Et donc là, on peut lancer cette image, puisqu'on voit sur cette image le docteur Jean-Marie Huffins, qui était le créateur des THS à Saint-Tropez, puis dans le sud-est, et il était assez malade, et là on le voit ici à Biarritz, visitant le Bellevue, et disant en 2006, ça serait le rêve si on pouvait l'organiser ici. À sa droite, le docteur Jean-Jacques Desglons, votre serviteur, et
Quelques mois après, il nous mettait devant le fait accompli puisqu'il décédait. Et donc, nous avons pu relever le défi. Mais nous avons pu relever le défi grâce à une personne qui a disparu donc, aussi au mois d'août 2024. C'est Didier Borotra, le maire un peu historique de Biarritz, c'est le sénateur des Pyrénées-Atlantiques. Et sans lui, les THS, il n'y aurait pas eu de THS à Biarritz. Et probablement, cet espace qui était les THS n'aurait pas pu être poursuivi. En effet, quand je lui avais présenté le projet, il m'avait dit tu es sûr de l'intérêt scientifique, tu es sûr de l'intérêt pour le bien public de telle démarche. Et avec quelques amis compétents, nous avions pu l'assurer de cette démarche. Et là, comme à d'autres moments où il a été très présent, s'il y a eu à Bayonne un des 2 premiers centres méthadone de France, à un moment, en 1994, après un débat, il y a eu la guerre de la méthadone. Maintenant, c'est inscrit dans la loi, c'est devenu tout à fait banal. Mais sans l'intervention de Didier Borotra, je ne développerai pas dans quelles conditions il s'était engagé, courageusement, parce que c'était politiquement pas très bien vu. C'était un peu donner de la drogue, considéré comme donner de la drogue aux drogués. Bref, grâce à lui, donc, on a pu disposer pour ce premier THS à Biarritz, on a pu disposer donc gratuitement de tout cet espace de congrès et d'une aide tout à fait substantielle et sans laquelle il n'aurait pas été possible matériellement de tenir ce colloque. Voilà, il a été donc un soutien tout à fait important de toutes nos démarches, qu'elles soient scientifiques, humanitaires, et dans des moments importants de ma vie, il était là, et donc je pense à cette personnalité politique importante et à cet ami, et je lui dis vraiment merci beaucoup Didier, et tu restes avec nous. Je veux aussi évoquer la mémoire de 2 compagnons de route qui ont marqué toute l'histoire de la réduction des risques. Il s'agit de Valère Rogissard et de Pascal Pérez. Ils ont été 2 acteurs majeurs de toutes les démarches novatrices dans la réduction des risques. Ils ont œuvré avec exigence, humilité aussi, pour défendre les plus vulnérables, pour porter la voix des usagers, pour faire avancer une médecine plus juste, plus humaine, plus accessible. Leur engagement nous inspire toujours et leurs absences nous affectent, mais leurs traces, elles, demeurent dans chaque action et dans chaque lutte que nous continuons à porter ensemble. Voilà, j'avais rencontré la première fois Valère Rogissard à Bayonne. Il accompagnait Arnaud Marty-Lavozelle, qui était le président fondateur de l'association AIDS, et il était à ce moment-là un jeune animateur de prévention. Et depuis lors, depuis 1994, on ne s'est pas quitté jusqu'à ce que la vie en décide autrement. Il faut aussi sacrifier au rituel agréable et nécessaire des remerciements. Donc, je vais d'abord saluer le haut patronage du ministère de la Santé, qui a été attribué par Yannick Neder, mais en même temps, il est remplacé par Madame Rist. Enfin, les 2 sont des confrères, je pense qu'ils partageront la même idée, mais on est un petit peu dans l'entre-deux au moment où nous ouvrons donc ce colloque. Et il convient aussi de remercier le président de la Mildécal, Dr Nicolas Pris, qui est aussi un fidèle soutien, qui nous accorde son haut patronage et son aide. Merci aussi au Dr Benoît Elbod, le directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine, ainsi que ses services compétents qui sont des partenaires précieux aussi pour l'organisation du colloque, puisqu'ils nous soutiennent institutionnellement et financièrement. Et par les temps qui courent, tout le monde, même les étrangers, savent que la France, en termes de budget, n'a pas une situation d'une simplicité biblique.
Et donc, on remercie tout à fait chaleureusement, comme nous remercions tout aussi chaleureusement Alain Rousset, le président du Conseil régional d'Ouest-Aquitaine, pour l'appui constant de la région à notre événement, et ce depuis sa création. C'est là aussi tout à fait important, car pour les collectivités territoriales, équilibrer des budgets, c'est aussi difficile que pour l'État en ce moment. Donc, tout le monde a compris que ce n'est pas simple de trouver des aides financières par les temps qui courent. Voilà, donc je remercie à nouveau en son absence Maïder Aostegui pour sa constance et la fidélité de son soutien. Je lui ai signalé d'ailleurs, quand elle est arrivée, que nous avons une petite difficulté pour l'organisation de ce colloque depuis 2 ans, car en effet, cela tombe pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Et ça, c'est assez gênant, puisque tous ceux qui ont des enfants en âge scolaire organisent en général non seulement la garde, mais aussi prennent leurs vacances avec leurs enfants au moment de ces vacances. Et donc, beaucoup m'ont dit qu'ils regrettaient de ne pas pouvoir venir du fait de ces contraintes familiales agréables, mais là contradictoires avec une séance de travail, même si elle est à Biarritz. Donc, je veux aussi rapidement remercier le NIDA, le National Institute on Drug Abuse, et sa directrice, le docteur Nora Volkov, qui devait être représentée cette année encore par le docteur Yvan Montoya, dont on a appris juste hier, il a attendu jusqu'au dernier moment de savoir s'il pourrait venir, mais il est bloqué par le shutdown. Et comme tous les fonctionnaires américains, il ne peut même pas utiliser son téléphone professionnel, ni son ordinateur. Et il aurait pu faire par Zoom, comme le feront certains conférenciers, donner son intervention, mais il est, comme tous les fonctionnaires américains, mis à pied, donc il ne peut pas bouger. Et nous en sommes désolés, et pour lui, et pour nous. Un mot aussi pour remercier nos partenaires de l'industrie pharmaceutique et du matériel médical, avec lesquels nous avons su construire au fil des années un partenariat tout à fait productif, transparent, respectueux, et qui est devenu même pour certains amical. Ce partenariat n'est pas un angle mort de notre colloque, bien au contraire. Il est public, il est assumé, il est construit avec vigilance, sans aucun lien d'influence directe avec les contenus scientifiques qui sont abordés dans les sessions et les ateliers de ce congrès. Un remerciement appuyé aussi à Sud, l'autosupport des usagers de drogue. Son président est là, mais il est aussi à l'œuvre parce qu'il est à la fois, il représente et il intervient comme président d'ASUD, Miguel Velasquez, mais il est aussi traducteur et il donne un coup de main pour les traductions. Et donc, on est tout à fait heureux qu'il soit là, on l'en remercie. Et il nous faisait part des craintes de voir disparaître ASUD, qui est aussi rattrapé par des problèmes donc budgétaires qui menacent la pérennité de l'autosupport des usagers de drogue, qui a beaucoup participé à développer le témoignage et le militantisme dans la réduction des risques. Espérons que ça ne sera pas définitif, mais je crains que ça le soit d'après ce qu'il me disait. Enfin, ce n'est pas une formule de style, je veux remercier toute l'équipe de BICIA. Alors, on est une cinquantaine, je ne sais pas si remercier tout le monde. Mais enfin, c'est grâce à Aude, Cyril, Virginie, Joaquin et tous les autres que je ne citerai pas, parce que ça nous amènerait un peu tard, qui, autour de Cécilia, d'Arcaïs et de moi-même, donc ont chacun, avec beaucoup de motivation, d'efficacité, participé à ce que ce colloque existe dans toutes ses dimensions. Et du fond du cœur, je les en remercie, à mon nom personnel et à votre nom aussi. Donc ce colloque est utilisé au mieux de tout ce qu'il peut apporter comme information, connaissance, et il comporte aussi une dimension, parce que ce n'est pas que BICIA. Autour de BICIA, il y a tous les copains, les copines, enfin
tous les intervenants qui mettent la main à la pâte de la construction du programme. Et donc, c'est non pas associatif, mais c'est aussi un colloque coopératif, et ça lui donne cette diversité qui, je crois, est tout à fait utile et intéressante. En tout cas, c'est toute cette équipe qui en sont la colonne vertébrale de ce colloque. Donc, dans un monde où les addictions évoluent, où les vulnérabilités se multiplient, où les réponses parfois peinent à suivre, dans un monde où les narcotrafics explosent, ATHS veut aller au-devant des débats de cette époque complexe, difficile, c'est peu de le dire, sans filtre et sans faux semblants. Quelques exemples, je ne vais pas vous donner les détails, ils sont dans le programme, mais la thématique du craving, donc Marc Auriacombe est un des leaders dans la recherche et qui est un élément très important et commun à toutes les addictions, le craving, le besoin de consommer la substance ou le comportement récompensant. Et on aura des données tout à fait nouvelles et intéressantes sur ce craving et les possibilités de le maîtriser autant que possible. On parlera aussi des psychédéliques tout de suite, puisque dans quelques minutes, donc dans une petite demi-heure, s'ouvrira le premier débat ouvert au public, et donc qui va s'intéresser aux psychédéliques, donc de MDMA, de la kétamine, la psilocybine et autres psychédéliques, des chamans aux médecins, et ce pour quels usages. Et là, on a copié, mais avec son accord, le titre du livre qu'a écrit le professeur Joël Bocard, qui participera tout à l'heure au débat d'ailleurs, dans un bouquin passionnant qu'il a publié il y a 2 ans. C'était au moment du précédent colloque. On va explorer aussi toutes les avancées dans le domaine de la neuromodulation, la stimulation magnétique transcrânienne profonde, les stimulations à courant continu, qui ouvrent des pistes nouvelles dans les troubles de l'usage d'alcool, de cocaïne, de tabac, entre autres, d'autres addictions aussi. Nous interrogerons aussi un domaine qui est tout à fait passionnant, le rôle du microbiote intestinal, l'axe intestin-cerveau et l'inflammation chronique comme facteur de vulnérabilité dans les comportements addictifs. Il s'agit d'un champ nouveau et majeur. On sait que un de mes amis de l'Institut Pasteur me disait que tous les laboratoires de l'Institut Pasteur de Paris ont un de leurs au sein de chacun de ces départements, il y a une activité consacrée au microbiote. Alors, pour l'instant, on pourrait dire, comme disait Salomon Snyder, un des découvreurs des récepteurs des opiacés, et il disait avant la découverte des endorphines, on était dans l'ignorance. Depuis leur découverte, on est dans la confusion. Alors pour l'instant, on est encore un peu dans la confusion sur le microbiote, mais vous allez voir dans les présentations qui seront faites, ce voile va se lever et laisser entrevoir des possibilités thérapeutiques tout à fait passionnantes. Donc aussi seront abordées les addictions comportementales, et tout cela avec aussi une approche qui insistera particulièrement sur le problème de la surexposition à l'écran, véritable problème de santé publique. Notre ami Amine Benyamida, qui nous rejoint tout à l'heure, animera et présentera et résumera le rapport sur ce sujet qu'il a remis au président de la République. C'est le problème des réseaux, la surexposition aux écrans, les troubles neurodéveloppementaux, le déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité, les dysrégulations émotionnelles, l'hyperstimulation. Ce sont des sujets d'une urgente actualité, et j'aurai l'occasion de approfondir tous ces sujets. Donc voilà, simplement, je voulais vous dire, mais nous avons mis en exergue du programme une profession de foi
On n'en fait pas beaucoup. On n'aime pas les croyances, on préfère le savoir, les sciences. Mais je voulais dire simplement que, vous pourrez le lire sur le programme, nous pensons que défendre la science, c'est défendre la dignité et la liberté humaine, c'est-à-dire en grande partie l'humanisme. Car là où la raison disparaît, où s'affaiblit, on voit malheureusement, et c'est aussi d'actualité, fleurir la peur, l'obscurantisme et peut-être la tyrannie. Voilà donc cette démarche scientifique d'unir science, raison et humanisme reste au cœur de notre action, de notre réflexion et de notre volonté. Je vous remercie. Voilà. Alors, donc, maintenant, c'est Madame la déléguée générale de l'AFA qui va dire quelques mots sur la participation de la Fédération Addiction, qui a donc, pour la France, été en charge d'organiser le TDO au sein de l'ATHS. Si vous voulez dire deux mots, voilà. Donc, pas celui-là, mais celui-là. Est-ce que je préfère être... Super. Merci beaucoup. Donc, bonjour, je suis Marie Rambaldi, déléguée générale de la Fédération Addiction. Je vais être très rapide. Je voulais dire rapidement un mot de l'importance du colloque TDO comme un moment d'échange dans le monde de l'addictologie francophone. En effet, les TAO, on le sait, sont les outils de réduction des risques et des outils thérapeutiques. Ils ont permis des avancées majeures pour les personnes concernées. Ils illustrent aussi l'importance d'un secteur, le nôtre, qui se questionne en permanence, qui questionne ses pratiques et qui évolue constamment. Donc la Fédération Addiction est engagée avec fierté dans TDO, comme dans beaucoup d'espaces francophones et non francophones, pour faire avancer la réduction des risques, mais aussi la prévention et le soin, au sens où nous l'entendons, d'un continuum en fonction des besoins et des souhaits des personnes à un moment donné et jamais imposé. Un mot sur le fait, en effet, que l'édition devait avoir lieu au Liban, mais que malheureusement le contexte ne l'a pas permis et que les contextes de guerre ont aussi un impact sur l'accès au traitement des usagers de drogue. Donc je pense que c'est vraiment important de penser à eux et de les soutenir le plus possible. Je remercie bien évidemment la THS pour l'opportunité d'organiser TDO en jumelage ici, et je vais remercier en particulier Jean-Pierre Doloued, Cécilia Maître et Virginie Beltran. Enfin, un mot général sur la réduction des risques qui protège et sur la stigmatisation qui tue. Lutter contre les overdoses, c'est possible avec une volonté politique forte, avec l'association des personnes concernées et avec l'association des intervenants, comme le montre mon magnifique t-shirt offert par les amis de l'AQP Sud, frères et sœurs d'ASUD au Québec. Donc oui, lutter contre les surdoses, c'est possible. On ne pourra jamais le faire seul. C'est aussi un combat politique que nous devons mener toutes et tous ensemble. Je vous remercie. Je passe maintenant, toujours pour TDO, la parole au docteur Olivier Simon. Chers et chers participants et participantes, chers organisateurs et chers partenaires institutionnels, bonjour et merci de me donner la parole quelques instants au nom du Comité international TDO. J'aimerais d'abord remercier très chaleureusement le docteur Jean-Pierre Doloued et toute l'équipe de l'association BISIA d'accueillir notre colloque TDO 7 qui devait initialement se tenir à Beyrouth en 2024, repoussé à mars 2025 dans l'espoir optimiste d'une résolution de la crise au Moyen-Orient, résolution qui n'eut pas lieu. J'aimerais ici souligner, en ma qualité de partenaire suisse,
cet acte symbolique très beau d'une amitié franco-libanaise qui se traduit dans les fêtes. Un très grand merci à Sacha Herzog, à Marie Ongun et à toute l'équipe de la Fédération Addiction d'avoir repris au pied levé cette organisation avec tout le soutien de l'impressionnante infrastructure d'ATHS et de BISIA. Les colloques TDO fêtent aujourd'hui leurs 17 ans, puisque la première édition s'est tenue à Montréal en 2008, puis la seconde à Paris en 2010. Le succès fut au rendez-vous, car certes, il préexistait un excellent réseau européen et anglophone, et je vois d'ailleurs ici au premier rang Madame Fischer, mais pour différentes raisons, et la barrière de la langue n'en était pas des moindres, ce réseau ne suffisait pas à réunir le public multidisciplinaire impliqué dans le développement des TAO au sein de l'espace francophone. En 2012, TDO3 s'est réuni avec le colloque annuel de l'ISAM, l'International Society of Addiction Medicine, à Genève, et ce fut l'occasion d'embarquer le groupe Pompidou et son réseau Mednet avec les pays du Maghreb et le Liban, ce qui fait que nous avons ensuite été rejoints encore par d'autres pays du continent africain. En 2014, TDO4 s'est tenu à Bruxelles et en 2016, TDO5 à Rabat. Puis vint de nouveau le tour du Canada et là, il y a eu une petite péripétie liée au fait que le partenaire historique canadien, le CRAN, a fait place à un service rattaché à l'État, ce qui a entraîné un report de 2 ans et une édition TDO6 qui s'est tenue sous le sceau du Covid avec 6 webinaires jusqu'en début 2022. Finalement, TDO7 devait se tenir logiquement en 2024 à Beyrouth et il aura fallu toute la persévérance, mais j'ai aussi envie de dire la force tranquille de notre partenaire Ramsi Haddad pour retomber sur nos pieds avec une édition 7 finalement en France, accueillie au sein d'un colloque THS qui porte en lui l'esprit des pionniers, Jean-Pierre de l'Oued, mais aussi notre collègue suisse Jean-Jacques Deglon, dont je voudrais ici souligner l'engagement, mais aussi exprimer pour son travail pionnier l'immense reconnaissance de la part des associations suisses qui portent TDO, le COROMA, mais aussi le GREA, le groupement roman d'études des addictions, et la SSAM, Swiss Society of Addiction Medicine. Les TAO, il est bon de rappeler qu'il s'agit d'histoires anciennes, puisque bien avant la méthadone, dès la fin du XIXe siècle, la prescription à long terme de morphine et d'héroïne était considérée comme le standard de traitement, avant que la prohibition abatte sur nous la chape de plomb que l'on sait. Depuis 20 ans, la méthadone et la buprenorphine sont sur la liste modèle des médicaments essentiels de l'OMS, ce qui signifie que, du moins en théorie, ces médicaments doivent être disponibles à la pharmacopée de tous les pays. Mais disponible ne veut malheureusement pas dire accessible, et nos nombreux orateurs et participants seront là pour témoigner de leurs engagements et leur soutien à des innovations importantes comme la possibilité d'utiliser d'autres opioïdes, d'autres galéniques, de renforcer et d'améliorer l'accompagnement psychosocial et de mener à bien des efforts de recherche contre vents et marées. Merci à vous toutes et tous de votre présence tout au long de ces 3 jours et de ce bon esprit qui va nous animer. Et au nom du Comité international TDO, je vous souhaite un excellent congrès. Bien. Marc-Henri Lacombe, qui est l'un des coordinateurs du comité scientifique, va prononcer quelques mots introductifs. Voilà, oui, merci Jean-Pierre. Juste pour dire donc au nom du comité scientifique, avec Amine Benyamina et puis toute l'équipe de BISIA, on a reçu énormément de propositions, puisque l'organisation scientifique du congrès, c'est à la fois des choses qui sont portées par BISIA de 2 ans en 2 ans, mais aussi vos initiatives. Et chaque année, on en reçoit de plus en plus, d'où un programme avec beaucoup de sessions parallèles qui va faire des mécontents, mais vraiment la très grande majorité des
propositions qu'on reçoit sont de qualité, méritent d'être partagées, d'être exposées, d'être discutées à ATHS dans cette ambiance qu'a rappelé Jean-Pierre Doloued, à la fois de base scientifique, mais justement sur cette base de pouvoir discuter de tout et de se challenger dans le respect. Merci beaucoup. Voilà, cette session prend fin. Il ne reste plus qu'à souhaiter donc la bienvenue à vous toutes et à tous. Welcome everybody, bienvenidos a todos y a todas. Ongi etorri miarritzen, puisqu'on est au Pays Basque aussi. Et puis, maharabikum à nos amis libanais, shalom nos amis israéliens qui nous ont rejoints aussi. Et donc, très bon travail. On a un tout petit quart d'heure, 10 minutes de pause avant que le panel du débat de société donc, se mette en place. Donc, si vous restez là ou simplement vaquer, si vous le souhaitez, le temps que tout le monde se mette en place. Merci donc au panel d'introduction. On va maintenant installer le board. Voilà.